Ce soir à l'émission, Tricentris sous contrat avec la MRC de la Rivière-du-Nord. On paye pour quelque chose qu'on payait déjà, mais on a un retour qui est quasiment 1 pour 1. Fait que c'est vraiment fantastique. Et Québec entend sévir contre les réservations fantômes. Les gens ne se présentent pas, on refuse peut-être des fois des gens. En entrevue, je reçois le préfet de la MRC de Thérèse de Blainville, Éric Vestram, qui commente le dossier Stablex. En fait, je vous dirais, moi, que c'est une atteinte à la raison d'être des villes elles-mêmes qui ont le privilège. Je m'entretiens également avec Caroline Dupol à propos des 5 campagnes simultanées d'achat local sur le territoire de la CCITB. C'est chacune des villes qui bonifient, donc qui participent financièrement à bonifier les bons d'achat. Enfin, Michel Goyer nous donne son point de vue sur le début de la campagne électorale au Canada. Il y a une montée du nationalisme canadien qu'on n'avait jamais vu. Bienvenue à Accès local. Mardi 1er avril 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. La MRC de la Rivière-du-Nord a annoncé un partenariat avec la coopérative Tricentris qui va désormais assurer la gestion des opérations des écocentres de la région. Vous faites le point avec nous. Oui, donc c'est à partir d'aujourd'hui que l'écocentre régional de Saint-Jérôme ainsi que les écocentres satellites de Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost changent d'opérateur. Donc, c'est maintenant l'organisation Tricentris, une organisation de tri la plus importante au Québec qui prend le relais. C'est le premier contrat de ce genre pour la coopérative de solidarité qui a déjà des centres de tri et qui gère 25% des matières résiduelles de la province dans des centaines de municipalités au Québec. Et quels sont les détails de cette entente? Alors, le contrat est d'une durée de 4 ans et est d'un montant total de 5,7 millions de dollars avec ajustement possible selon l'inflation. Par la signature de cette entente, la MRC de la Rivière-du-Nord est devenue membre de la coopérative, ce qui la rend éligible à des ristournes annuelles sous le programme S'investir dans des communautés durables. Par exemple, en 2025, la MRC recevra un retour de 1 049 000 $. Paul Germain, qui est préfet suppléant de la MRC de la Rivière-du-Nord, nous donne plus de détails à ce sujet. La seule condition, c'est que avec ces montants-là, on fasse des projets qui touchent l'environnement et les matières résiduelles. On paye pour quelque chose qu'on payait déjà, mais on a un retour qui est quasiment 1 pour 1. Fait que c'est vraiment fantastique. C'est quasiment de la magie. Mais on a des beaux projets qui vont être financés avec ça, qui vont toucher directement le citoyen. Alors, il devrait y avoir des annonces en ce sens-là pour les citoyens. On va surveiller ça. D'accord. Avant Tricentris, qui s'occupait de cet aspect-là des choses? Jusqu'à maintenant, c'était l'organisme Développement durable Rivière-du-Nord qui s'occupait de la gestion des écocentres de la MRC. Monsieur Germain parle de cette nouvelle entente comme une alliance stratégique. Je pense que ce qui a attiré Tricentris dans notre écocentre, c'est pas pour rien qu'ils prennent notre écocentre, c'est que notre écocentre, on a beaucoup innové en faisant du réemploi un de nos chevals de bataille. Autant Tricentris va nous apporter des choses, autant nos écocentres qu'on a actuellement vont amener des façons de faire à Tricentris auxquelles ils n'ont pas le know-how, comme on dit là, en bon français. Et ce changement de garde, est-ce que ça aura un impact sur les services aux citoyens? Selon M. Germain, les seuls changements à prévoir sont de potentielles améliorations pour ce qui est des employés. La MRC et Tricentris ont assuré que la transition se ferait en toute transparence. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'un fléau chez les restaurateurs, les réservations fantômes. À plus tard, Claude. Le cocktail des finalistes du gala Zénith, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord, a eu lieu le 25 mars dernier au restaurant L'Usine du centre-ville de Saint-Jérôme. L'événement regroupait plus de 140 participants de la communauté d'affaires locale, dont des dizaines d'entrepreneurs et d'organisations. Ils ont pu découvrir les finalistes de chaque catégorie pour le gala Zénith, qui aura lieu le samedi 26 avril à l'Académie La Fontaine. Les gagnants seront dévoilés lors de cette soirée.
Pour une deuxième année consécutive, l'équipe de football des Alouettes de Montréal sera de retour à Saint-Jérôme ce printemps pour y tenir son camp d'entraînement 2025. Afin de célébrer ce retour, la ville de Saint-Jérôme invite la population à un après-midi d'activités gratuites pour toute la famille le samedi 12 avril de midi à 16h au centre sportif Claude Beaulieu. Les participants pourront essayer plusieurs défis et ateliers sur le terrain synthétique, en plus de rencontrer des joueurs des Alouettes pour des séances d'autographes. La ville de Blainville a obtenu tous les appuis possibles et désirés dans le dossier qui l'oppose à Stablex et au gouvernement du Québec qui a adopté sous bâillon vendredi dernier la loi 93 qui force la municipalité à céder ce fameux terrain à haute valeur écologique dont on vous parle depuis quelque temps. Parmi ces appuis, on compte celui de la MRC de Thérèse de Blainville, représenté par son préfet, Éric Vestram, qui est aussi le maire de Rosemère. Bonsoir, Monsieur le préfet. Bonsoir, Monsieur Jean. On assiste à quelque chose d'assez particulier en ce moment. Il y en a qui ont qualifié ça de monstruosité juridique. C'est quoi votre qualificatif à vous? En fait, je vous dirais, moi, que c'est une atteinte à la raison d'être des villes elles-mêmes qui ont le privilège, le droit et la responsabilité d'aménager leur territoire comme bon leur semble. Dans ce cas-ci, on parle d'une atteinte carrément à la démocratie. On a un gouvernement de niveau supérieur qui vient bafouer, du reste, la fameuse loi Bayon le dit très bien. On bâillonne la ville de Blainville ici, dans son droit d'aménager son territoire comme il le veut. On peut même se demander les raisons pour lesquelles le gouvernement pourrait aller jusqu'à ça. On trouve ça très inquiétant parce qu'évidemment, il risque de causer un précédent dans d'autres dossiers à venir. Hier, la ville de Blainville et la CMM sur laquelle vous siégez ont déposé en Cour supérieure une demande d'injonction provisoire contre la loi 93. Il semble que la seule stratégie possible en ce moment, c'est de gagner du temps. En fait, je vous dirais, bon, on peut pas présumer de ce que la juge va décider. Ouais. Je pense qu'elle a une grosse décision à prendre. Moi, je pense que quel que soit le résultat de cette décision-là, il va y avoir certainement des conséquences. Je veux dire, à un moment donné, il faut permettre aux villes de décider ce qui est bon pour elles. Dans ce cas-ci, ça s'en va en Cour supérieure. Et de quelle façon est-ce que la juge va décider, ça reste à voir. Ce que j'en sais, parce que ça avait eu lieu hier, c'est qu'elle prend très, très au sérieux la situation, parce que je pense qu'elle réalise l'importance du président que ça pourrait causer. Il y a un article dans cette loi-là, l'article 7, celui qui rend inapplicable toutes les règles des instances municipales en matière d'urbanisme, d'aménagement, d'utilisation des sols, celui qui permet de protéger les milieux terrestres et humides, des règles qui étaient toutes approuvées par le ministère des Affaires municipales. Qu'est-ce que ça peut ou ça doit nous dire, ça, sur la précarité ou la perméabilité des règles qu'on se donne? En fait, ça vient geler carrément tous les droits que les villes ont, encore une fois, d'aménager leur territoire. Ça vient carrément dire, nous, comme gouvernement de niveau supérieur, c'est nous qui allons décider, puis finalement, accepter la décision que finalement on va prendre. Je suis très heureux de voir, moi, qu'au niveau de la juge, j'ai très confiance qu'elle va prendre la meilleure décision. Depuis le début de cette histoire-là, M. Vestram, la compagnie invoque le risque d'un potentiel bris de service si on la laisse pas aller de l'avant dans son projet. La question n'est pas de savoir si ce risque-là est réel. Je pense que tout le monde est d'accord que la réponse est oui. Mais c'est surtout quand est-ce que ce bris-là pourrait survenir. Là-dessus, on s'entend pas. Comment ça se fait-il que ce soit si difficile de répondre de façon précise à cette question-là? Moi, je pense que Stablex a l'intention, évidemment, de se trouver un terrain qui, pour les 40 prochaines années, va leur permettre d'enfouir certains déchets, dont certains d'entre eux, soi-disant, sont des déchets dangereux. La ville de Blainville leur a permis. Du reste, à travers la CMM, ils ont changé le fameux RCI, le régime de contrôle intérimaire, pour leur permettre de prendre un 7 hectares, qui est déjà adjacent à un endroit là, qui sert déjà à l'enfouissement de certains déchets, ce qui leur permettrait d'augmenter leurs opérations pour les 20 prochaines années. C'est la proposition du reste que Blainville a fait à Stablex. De toute évidence, c'est pas une chose qu'ils veulent considérer. La juge devrait également là-dessus statuer. Oui. Je vous cite, M. Vestram, il est dans l'intérêt du monde municipal que nos voix s'unissent pour faire respecter l'autonomie municipale et notre réglementation face à ce précédent dangereux qui menace l'ensemble des municipalités du Québec. Donc, si la Cour donne raison à Stablex et si les travaux que l'entreprise va s'empresser d'y faire causent des dommages
irréversible. Est-ce que ça vaudra tout de même le coup de poursuivre les contestations ou les démarches juridiques pour ce dossier-là ou un autre? Bien, ça sera à Blainville, évidemment, à décider de quelle façon elle réagira et de quelle façon elle prendra les décisions suite à la décision de la juge. C'est sûr que si la juge donne la permission à Stablex de faire ce qu'ils veulent faire, je suis très, je vous dirais, moi, que je pense que Blainville va probablement aller plus loin, probablement aller en appel de cette décision-là. Et nous, comme MRC, et non seulement la MRC que je représente, les fameuses 7 villes et les 170 000 habitants là, qui y habitent, mais je pense que tout le monde municipal est derrière la ville de Blainville, parce que toutes les villes ont ce même privilège et la même responsabilité de faire de leur territoire ce qui semble le mieux pour leurs citoyens. Et je pense que là-dessus, il n'y a absolument personne qui peut aller à l'encontre du désir de Blainville de préserver ces droits-là. C'est à partir de demain qu'on sera davantage fixé. Éric Vestram, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci à vous. La 12e édition du Grand Rendez-vous entrepreneurial des Laurentides a rassemblé plus de 120 participants le 22 mars dernier à l'Université du Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme. Lors de cet événement, les gagnants du concours de présentation abrégée ont été annoncés. Un premier prix a été remis à Simon Lucier-Houle avec son centre d'immersion LUO, un espace qui permet de vivre une expérience de réalité virtuelle. Le prix coup de cœur du public a été décerné à Ophélie Lamontagne et son entreprise Blooming Flower, une entreprise qui fabrique des jouets sensoriels au crochet pour les enfants ou les personnes neurodivergentes. Avec la fonte des neiges et le dégel des sols, la ville de Sainte-Thérèse tient à rappeler à ses concitoyens qu'elle est prête à intervenir en cas de débordement de la rivière aux Chiens. La situation devient critique lorsque le niveau de la rivière est élevé et que des précipitations abondantes sont prévues. La ville surveille le niveau de l'eau et les conditions météorologiques et se dit prête à déployer son plan d'urgence si nécessaire. Les citoyens sont invités à s'inscrire au système de messages d'urgence automatisé. En cas de déploiement des mesures d'urgence, ils pourront recevoir les alertes par texto, courriel ou téléphone. Nous sommes en pleine campagne électorale fédérale. On va en parler avec notre spécialiste maison, Michel Goyer. Bonsoir, Michel. Bien, merci, Claude, de l'invitation en passant. Oui. Alors, cette campagne-là vient de commencer. Ça fait 8-9 jours. Sous quel angle vous souhaitez l'aborder aujourd'hui? Bien, écoute, je pense que Trump s'invite, mais il s'impose à la campagne électorale, fait que c'est certain qu'on va en parler. Et l'autre sujet, les projections électorales de Fournier qui ont été faites hier récemment, donc tout chaud, en date du 31 mars. Donc ça, j'aimerais aborder ces deux. On va commencer avec le premier sujet, Donald Trump. Pourquoi il s'impose comme ça dans cette campagne? Ben, écoute, dès le départ, dès qu'il était élu président, on voit qu'il y avait un plan, là, on s'entend, là, puis il avait le goût, pas juste le goût, il a attaqué le Canada avec le fentanyl, les immigrants illégaux, il a commencé avec des tarifs douaniers, puis là, il est rendu avec l'industrie automobile qui frappe le cœur de l'économie de l'Ontario, donc il est carrément là, parti là, pour la gloire. On va voir demain. C'est ça qui est embêtant. On enregistre aujourd'hui le premier. L'émission, c'est ce soir. L'industrie automobile, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un gros morceau. En réponse à cela, les consommateurs ont dit, on va boycotter les produits américains. On va même, moi j'ai bien des amis qui vont plus aux États-Unis, qui veulent pas aller aux États-Unis. Il y a une montée du nationalisme canadien qu'on n'avait jamais vu. Hein, et donc, et là, les gouvernements retournent de bord puis commencent à aider les entreprises, puis c'est bien correct parce que là, les travailleurs, il y a une insécurité qui se propage. L'autre affaire qui est assez surprenant, c'est l'avance considérable des conservateurs depuis la démission de Trudeau, qui est passée de 20-25 points. Puis tantôt, on va en parler. Les libéraux sont en avance de 4 points. Vous pensez à ça, le changement de paradigme des électeurs canadiens, c'est incroyable. Et le nationalisme canadien que je parlais tantôt, je pense que c'est une des raisons fondamentales. Autrement dit, rien ne tient en ce moment. Moi, j'en ai fait des campagnes électorales plus comme organisateur. Puis, tu sais, on allait avec un programme électoral, puis les gens ils disaient, OK, c'est quoi le plus beau programme électoral? Mais non, c'est pas ça. Là. Il y a un sentiment d'insécurité. Comme si notre projet de société en ce moment, c'était de résister à Donald Trump. Exactement. Et puis des gens politisés aussi, là, qui se disent, oh, ben attends un peu, là, j'ai le choix de Carney, j'ai le choix de Poilievre. Tu sais, en tout cas, il y a ce point-là. Et moi, je me mets dans les tiers partis. Et je veux pas faire la promotion d'aucun parti, mais le NPD et le Bloc,
Ils n'ont plus de place. C'est pas parce qu'ils sont pas bons. Il n'y a plus de place pour eux autres actuellement d'être dans l'opposition. Donc ça, c'est un gros problème. Et là, ce qu'on sent, c'est la question de l'urne. La question de l'urne actuellement, c'est que les Canadiens disent, c'est qui est le mieux entre Poilievre et Carney? Parce que les autres peuvent pas être chefs. Et là, ça fait qu'à un moment donné, on regarde le NPD qui est en chute libre complètement. Tantôt, pour voir le nombre de députés qui pourraient gagner au moment où on se parle. Et donc, il y a beaucoup on pourrait en parler longtemps, mais demain, ça va être assez déterminant parce qu'on a vu un téléphone de Carney avec Trump qui a été quand même respectueux, comparé à ce qui s'était passé au préalable. Il l'a appelé Monsieur le Premier ministre. Ben ouais, c'est déjà mieux que le gouverneur, parce qu'il aurait pu l'appeler gouverneur. Non, c'est ça. Les conservateurs, ils maintiennent leur pourcentage, mais ils n'augmentent pas. Puis, il aurait pu tirer profit de quelques affaires, ils ne font pas. Et ce qui est triste pour le Bloc, c'est qu'ils ne sont pas capables de passer à travers le message. Leur message ne passe pas. Il n'y a rien. Puis, on va le voir tantôt, il y a une baisse aussi. On va y arriver à ça qui dit élection, dit sondage. Bon, quels sont les chiffres? Moi, là, je vais être très respectueux avec les téléspectateurs, puis même les partis politiques, là, parce que je connais plusieurs candidats dans la région. C'est une photo du jour, la photo du 31 mars, qui est pas favorable au tiers parti, comme je disais tantôt. Les débats des chefs peuvent changer des choses de 16-17. C'est pour ça que je suis excessivement prudent. On voit qu'il commence à avoir des petits cailloux dans les souliers de Carney, même s'il est en avance. Donc, actuellement, au Canada, là, le Parti libéral a 4 points d'avance sur Pierre Poilievre. NPD réussirait même pas à élire 5 députés. Et le Parti libéral serait en majoritaire avec 187 députés. Ça, c'est la photo d'hier. C'est incroyable. Au Québec, le Parti libéral tire à 41 %. Jadis, il y avait 33. Avec 43 possibles députés. Le Bloc québécois a 25 %. Rappelez-vous qu'il y avait 32 avant le début des élections. Et ils sont à 21 députés selon... Toujours là... parce que Philippe Fournier, là, je le répète, c'est un expert qui ramasse des sondages. Lui, il fait pas de sondages. Il ramasse des sondages, il cumule ça, puis il fait des moyennes. Puis rappelez-vous qu'ils ne se trompent pas souvent. Même tous les partis politiques sont tous là-dessus sur leur site. On va faire une petite promotion, québec125.com. Allez voir ça. Je compte pas de mention. Parti conservateur au Québec, on est au Québec, 13 députés. NPD 1, parce que c'est Baudris, on le sait, Mais comme on le dit, c'est souvent le vrai sondage. C'est l'élection elle-même, donc le 28 avril, on a très hâte. Bon, on a très hâte. On a hâte. Vous reviendrez nous commenter le résultat. C'est possible, puis je te dirais en terminant que tout comme tu dis, c'est vraiment la photo du jour. J'y tiens, là, parce que là, les partis, là, non, c'est vraiment la photo du jour. Actuellement, Carney sera premier ministre, mais tout peut changer. Donc, on verra. On verra. Merci, Michel Goyer, merci beaucoup. Merci. Depuis le 25 mars et jusqu'au 15 avril, les 5 ailes de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville tiennent simultanément leur campagne d'achat local. J'en discute avec Caroline Dupol, directrice des ailes locales à la CCITB. Bonsoir, Madame Dupol. Bonsoir. Alors, cette campagne se tient donc en même temps dans les villes de Blainville, Boisbriand, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse. Comment elle se déploie? Qu'est-ce que vous avez à offrir aux consommateurs? En fait, c'est des campagnes, comme vous le dites, qui se font simultanément. Il y a en moyenne une vingtaine d'entreprises qui participent dans chacune des villes. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les citoyens peuvent aller sur la plateforme La Ruche, sur la page de chacune de ces campagnes-là, sélectionner parmi les entreprises participantes ceux pour qui ils veulent acheter des bons d'achat. Donc, c'est un bon d'achat. Le citoyen débourse 20 $. Chacune des villes bonifie les bons de 10 $. Donc, le citoyen peut aller dépenser 30 $ chez le commerce qu'il aura choisi. D'accord. Mais si j'habite à Blainville, moi, est-ce que je dois acheter un bon d'achat pour un commerce à Blainville ou si je peux aller en butiner dans les autres villes? Vous pouvez aller dans les autres villes. Vous avez un maximum de 5 achats par campagne. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter pour chacune des campagnes. Donc, si tous les bons d'achat sont pris, ça permet d'injecter combien, ça, dans l'économie locale? Au total, là, c'est à peu près 130 000 dans tous les commerces participants. OK. Bon, cette campagne-là, elle a démarré sur des chapeaux de roue. Là, je vérifiais avant l'émission. Des bons d'achat, il en reste plus. Ben, il en reste, mais il y en a beaucoup qui sont épuisés. J'imagine qu'ils s'en ajoutent
coûtera pas d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une occasion de réfléchir à l'avenir de cette campagne-là, à trouver une façon de la bonifier, d'augmenter l'offre? Oui, en fait, nous, ça fait, pour certaines villes, c'est la 5e édition. Donc, c'est chacune des villes qui bonifie, donc qui participe financièrement à bonifier les bons d'achat. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'il y a une limite de bons. C'est sûr que chaque année, c'est un succès. Comment qu'on fonctionne pour être équitable avec chacun des commerces participants, c'est qu'on divise le nombre de bons d'achat disponibles équitablement dans chacun des commerces. Donc, tout le monde a la chance. Puis, à un moment donné, on débloque les limites. Donc, je vous dis pas quand, mais dans les prochains jours, là, ceux qui voulaient acheter chez un commerce dont les bons d'achat sont épuisés, mais regardez les réseaux sociaux de la Chambre de commerce puis les communications, peut-être qu'il va y avoir des bons des surprises. Oui. Ah bon, il pourrait s'ajouter des trucs. Bon, avant, ces campagnes-là se tenaient séparément. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on les tient simultanément, les campagnes? Oui, en fait, ça fait 4 ans qu'on le fait pour Boisbriand, Rosemère et Sainte-Thérèse. Pour Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville, c'est la 2e édition cette année parce que il y a des ailes locales qui ont été créées pour ces 2 villes-là. Donc, c'est la 2e fois qu'on fait les 5 villes en même temps. Puis, est-ce que vous avez pu observer que ça les rendait plus efficaces, ces campagnes-là? Bien, ça rend plus efficace. Puis, pour nous, c'est sûr que ça a un plus grand impact au niveau de la communication, de la promotion, puis tout ça. Puis, on en parle de plus en plus. Est-ce que dans le contexte actuel de la guerre tarifaire avec les États-Unis, jumelé à vos efforts bien entendu, là, est-ce que ce contexte-là, est favorable au succès de cette campagne? Avant, on le faisait à l'automne. Ces campagnes-là se sont toujours tenues à l'automne. Il y avait autant de succès que maintenant. Là, on a décidé de le changer au printemps pour se décoller un petit peu du temps des fêtes, tout ça. Heureusement, ça a tombé dans un moment où l'achat local là, de plus en plus important. Ouais. Donc, il y a autant de succès. Il y avait autant de succès à l'automne, il y a autant de succès maintenant. Puis, les citoyens l'attendaient. Là. Donc, guerre tarifaire ou pas, les gens ont cette conscience-là de l'importance d'acheter chez nous. Oui, effectivement. Voilà. Bien, écoutez, en terminant, je mentionne que pour se procurer un bon d'achat, il faut passer soit par votre site Web ou par le site Web des villes. Bien, je vous souhaite le meilleur succès possible pour cette campagne. Caroline Dupol, merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Le gouvernement provincial vient de déposer un projet de règlement pour punir les clients qui seraient reconnus coupables de réservations fantômes. Vous faites le point avec nous. Oui, Claude, à partir de cet été, vous pourriez recevoir une pénalité monétaire si vous n'aurez pas une réservation à un restaurant. Ça fait beaucoup parler, cette annonce, et j'ai décidé d'aller en discuter avec les premiers intéressés, des restaurateurs de la région. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Toute la semaine, c'est comme ça, nos shows, pas à peine pour annuler. Ça arrive au moins une fois par mois. C'est sûr que c'est décevant, surtout quand ça arrive à des soirs importants comme les vendredis ou les samedis soirs, parce qu'on garde cette table-là, les gens se présentent pas, on refuse peut-être des fois des gens. C'est sûr que c'est un problème qui n'est pas le fun à gérer. À partir du 17 juillet prochain, les restaurateurs auront le droit de charger une pénalité de 10 $ aux clients qui effectuent des réservations fantômes, aussi appelées no-show. Pour le moment, c'est la loi de protection du consommateur qui empêche cette pratique, mais le gouvernement provincial a décidé d'agir suite à une augmentation fulgurante du phénomène. On le voit à la grandeur de la province, alors que ce phénomène, avant la pandémie, on le voyait uniquement le Montréal et un peu le Québec. Donc, on a vu vraiment des grosses augmentations et c'est là qu'on s'est dit qu'il faut trouver un outil pour nous aider là, à enrayer ce fléau-là. La montée en popularité des plateformes de réservation en ligne pourrait être la cause de ce type de comportement, selon l'association Restauration Québec. Marie-Chantal Desjardins est propriétaire du bar La Prohibition à Sainte-Thérèse. Les gens, ce qu'ils font, c'est de ce que je peux moi interpréter, là, réservent à 2-3 endroits pour être sûr d'avoir une place en quelque part parce que les gens hésitent et tout ça, puis ils considèrent pas que c'est important pour nous. Et les répercussions sur les commerces peuvent être très dures. Selon un sondage de l'ARQ auprès de ses membres, les pertes liées aux réservations fantômes représentent 47 000 $ par année, une somme qui peut s'élever jusqu'à 88 000 $ pour la fine gastronomie. La marge bénéficiaire dans l'industrie, c'est entre 2 à 4 %. Donc, allons à 4 % de profit. Sur 1 million de chiffre d'affaires, c'est 40 000 de profit.
Donc, même c'est plus que les profits possibles d'une année. Donc, c'est pour ça que ça fait mal, cette situation-là. Le projet de réglementation proposé par Christopher Skeet, ministre délégué à l'économie, prévoit charger la pénalité de 10 $ aux clients n'ayant pas notifié leur absence au restaurant 3 heures avant l'heure de leur réservation, sous certaines conditions. Par exemple, la pénalité ne sera applicable que pour les groupes de 5 clients et plus si aucun d'entre eux ne se présente à la réservation. Le projet de règlement indique que dès qu'il y a une personne qui est présente à la réservation, il n'y a pas de pénalité à apposer. L'enjeu, c'est qu'on pourrait avoir dans des groupes de 20 une personne venait manger un entrée juste pour éviter la pénalité. Donc, on a une crainte là-dessus. Selon certains restaurateurs, la mesure est tout simplement contre-productive. Pour Elias Dib, propriétaire du restaurant Arous à Sainte-Thérèse, ce projet de réglementation ne lui apportera rien de bon. Est-ce que c'est raisonnable? Probablement. Est-ce que ça remplit un besoin de vengeance? Oui. Est-ce que c'est winner pour nous, les restaurateurs? Dans mon cas, je trouve que non, c'est perdant. Parce que, de toute façon, si ces gens-là ont pas assez de savoir-vivre pour appeler puis annuler leur réservation, ils vont se revenger après sur les réseaux sociaux, sur les étoiles, à plein de places où on ne peut pas répondre, on n'a pas le temps de gérer. Fait que de toute façon, je trouve que c'est perdant. Puis ces clients-là, je les perds pour toujours. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau, dans le sens que c'est un petit peu un moindre coût, là, dans le sens que 10 $ par personne, ce que je crois que ça peut causer, c'est simplement offusquer le client pour 10 $ et ça donne même pas le coûtant au restaurateur de sa perte de revenus. Noum Janto est propriétaire du restaurant Cup Cao Thai à Sainte-Thérèse. Selon elle, la facture n'est pas assez salée. Ouais, 10 $, c'est pas assez là, ouais, pour le business, pour le restaurant. Ouais. C'est 20 $ par personne, c'est assez pour nos shows. C'est une des critiques principales de l'ARQ face au projet de loi. 10 $ n'est pas un montant assez dissuasif pour changer les comportements. Depuis quelques années déjà, l'association fait des pressions au gouvernement pour qu'une pénalité de 20 $ par client soit applicable dans les cas de réservation fantôme. Le montant n'est pas anodin, c'est pas un montant qu'on a choisi comme ça. On a sondé les Québécois et Québécoises à la fin de 2023. On leur a demandé c'est quoi la pénalité pour vous qui est la plus acceptable et en même temps dissuasive. Et le non-montant qui a le plus été donné, c'est 20 $. Et ce ne sont pas les seules critiques relevées par les membres de l'industrie face à ce nouveau projet de réglementation. Au Cup Cao Thai, la salle à manger ne comporte que quelques places et Noum Janto, comme d'autres restaurateurs, aimerait que le projet de réglementation soit élargi au groupe de 2 à 4 personnes. J'espère que même 2 personnes là, va donner amende pour personnes qui pas nos shows et pas annuler avant 24 heures. C'est comme ça là. Ouais. Donc vous aimeriez ça? J'espère pour les 2 personnes aussi. Pour que les pénalités soient applicables, les restaurateurs doivent aussi répondre à certains critères. Ils doivent informer les clients du risque de pénalité, leur envoyer un rappel de 6 à 48 heures avant l'heure de la réservation et rendre disponible un moyen accessible d'annuler. Pour M. Dib, cela rajoute du travail supplémentaire à ses employés. Définitivement, une charge supplémentaire, ça complique tout encore plus. Puis on n'est pas dans le... On n'a pas envie d'être harcelant avec nos clients. On a envie qu'ils viennent manger parce qu'ils ont envie d'être chez nous. Puis si on n'a pas envie d'être chez nous, on ne veut pas les punir parce qu'ils ne viennent pas. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils soient assez gentils pour nous aviser, pour qu'on ne garde pas les places vides. Mais commencer à gérer tout ça, les appeler d'avance, 2 jours avant, leur dire « Viens-tu, t'es sûr que tu viens? » C'est pas quelque chose que moi qui me plaît, en tout cas. Entre trop sévère et pas assez selon certains, le nouveau projet de réglementation ne fait donc pas l'unanimité. Selon Mme Desjardins, il faut prôner le respect et la tolérance. Ce que je pense, c'est que dans la vie des urgences salariées, il y a des vrais no-shows, des vraies réservations fantômes, mais je crois aussi qu'il y a des urgences qui peuvent arriver pour de vrai. Il y en a encore de bonne foi qui cancellent, là, qui nous appellent pour nous le dire. Quand ils annoncent la température un petit peu mauvaise, on a des cancellations. On ne peut pas se fâcher après les gens si les gens décident de ne pas se présenter. Ce que je pense qu'on devrait faire en premier, c'est sensibiliser le consommateur au lieu de le pénaliser, c'est-à-dire en parler de plus en plus, de dire c'est pas grave si vous nous, dans un délai de 3 heures ou dans un délai raisonnable, de nous annuler votre réservation, faites-le. Personne ne va chicaner personne. Alors, à quoi on doit s'attendre d'ici le 17 juillet? De son côté, l'ARQ va continuer de faire des représentations auprès du gouvernement pour essayer de changer certains détails, soit demander une pénalité plus élevée, que la pénalité soit élargie pour les plus petits groupes et que si une seule personne ne se présente, ça ne compte pas. Dans tous les cas, les restaurateurs ne seront pas obligés d'adhérer à la pratique puisque c'est un projet de règlement. Les citoyens peuvent envoyer leurs commentaires au président de l'Office de la protection du consommateur dans le prochain mois. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude.
Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. Je vous invite également à prendre connaissance de l'ensemble de la programmation sur le tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.